Chers amis de TV Liberté, nous avons la chance et l'honneur de recevoir ce matin un artiste. Bonjour Kirov. Bonjour Anne. Vous êtes aussi un téléspectateur de TV Liberté, donc à plus d'un titre, et votre talent et votre amitié pour cette télévision fait que vous êtes à votre place ici et vous nous offrez les croquis que vous dessinez à chaque fois que vous sortez dans la rue. Comment est-ce que cette passion vous est venue? Bon ben, ça m'est venu parce que je suis un grand admirateur de Mathurin Méheut. Ah oui. Et quand je me suis remis à dessiner à 50 et quelques années, j'avais deux pôles d'attraction. C'était Simon Vouet et Mathurin Méheut. Et Mathurin Méheut qui était un peu un ethnologue aussi, il suivait les processions et les marchés. Et sur un grand carnet avec un crayon gras, il crayonnait tout le temps. Et je trouvais j'en avais vu... il a des coups à coups de crayon. Et c'est amusant parce que j'en ai vu un ce week-end. Oui, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me disais, mais lui, c'est vrai qu'il a voulu rendre les costumes, enfin, etc. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien faire la même chose, mais il n'y a plus de costumes comme autrefois, mais alors il doit bien y avoir des scènes pittoresques. Et puis, comme j'avais d'autres projets aussi dont on avait déjà parlé, puisque j'ai fait une série sur la vie de Jésus, donc je m'étais remis à dessiner beaucoup. Et pour entretenir ma mémoire et mon œil, je me suis dit, après tout, dans la rue, c'est drôle aussi, c'est amusant, il y a des tas de scènes poétiques, on peut y aller. Et sur mon carnet, alors là j'en ai fait 5 en venant dans le métro tout à l'heure. Vous dessinez tout le temps, vous étiez au salon de Lire sous les sapins, rue de Poitiers en décembre, et vous avez croqué notamment une femme écrivain qui était habillée de façon tout à fait étonnante et qui venait du Québec. Oui, c'est vrai. Oui. C'était pittoresque. Elle était très pittoresque et c'était la fille d'une grande amie écrivain aussi. Et vos dessins font preuve vous avez un œil absolument perçant, quelquefois alors admiratif, comme ce croquis de cette jeune femme sur les marches de ce que je crois être l'Opéra de Paris. Mais alors, quelquefois, vous avez un crayon extrêmement acide, notamment dans les costumes, parce que vous êtes un amoureux de la beauté, sinon vous ne dessineriez pas, et vous voyez des choses dans la rue absolument hallucinantes qui vous... Oui, parce que les gens n'aiment plus s'habiller. Racontez. Les femmes n'aiment plus s'habiller. C'est triste comme tout. Elles s'affublent. Ma mère était couturière, alors elle serait désolée, vous imaginez. Oui. Et donc, quelquefois j'ai la dent dure, mais dans l'ensemble, quand même, c'est plutôt de la poésie. Oui, bien sûr, c'est de la poésie. Et celui-là, d'ailleurs, que j'ai fait. Et puis, alors, je vois quelqu'un, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, qui était allongé comme ça, sur une bouche de métro. Alors, il feuilletait d'un doigt distrait ou elle, je ne sais pas, un magazine. À côté, il y avait une boîte de sardines, il y avait une pomme, il y avait du pain, du pinard, etc. Et puis, il avait surtout, ou elle, des chaussettes impeccables. Et ces chaussures étaient mises à sécher, là. Alors, de dos, je les croquais sur mon carnet. Et à ce moment-là, un livreur Uber Eats, vous savez ce que c'est, les Uber Eats, et passé à côté de moi, il m'a vu dessiner. Alors, il a dû trouver que je poussais un peu le bouchon, quand même, que j'étais en train de dessiner la misère. Et j'ai eu l'imprudence de lui dire que ça me faisait penser à la comptine d'autrefois, vous savez. Coucouche panier, papa t'en rond, fermez le œil, frottez peut-on. Il m'a foudroyé du regard. Je crois qu'on ne s'est pas Vous ne vous êtes pas compris. Vous ne vous êtes pas compris. Mais, alors, beaucoup d'ivrognes dans les rues de Paris qui dorment. Eh bien oui, alors cela ne bouge pas. Et il y en a de plus en plus qui dorment dehors. Eh oui, puis il y a beaucoup de Russes qui boivent beaucoup, qui que je fréquente souvent. Qui ne peuvent pas avancer plus loin. Je fais beaucoup de gens au travail aussi. Oui, beaucoup de gens au travail. Et puis, beaucoup de gens masqués. Alors là, le masque vous a donné... Là, c'est des circonstances. Le masque vous a fait délirer. Il y en a partout, même sur les chiens. Ah bon? Vous avez des chiens? Non, je l'ai inventé, celui-là. Et puis, alors, une catégorie que j'aime bien aussi, c'est les livreurs Amazon. Parce qu'ils sont encombrés de paquets. Ils ne savent plus comment se dépatouiller, les pauvres.
Et alors j'en ai vu un quelquefois chez nous, il a même enjambé la grille, parce qu'il a dit, si je livre pas, je suis fichu, on me paye pas. Oui. Ils sont soumis à une loi d'airain. C'est fou. Oui. Ils sont tout le temps en train de courir, d'ailleurs. Toujours, oui. Toujours. Alors, vous aviez, vous aviez un projet redingote. Racontez-nous ça. Oui. Alors, tout ça, c'est arrivé parce que je suis agacé, comme tout le monde, par l'intrusion des anglicismes. Et depuis tellement longtemps, alors, dans le monde des affaires, du business, comme on dit, enfin, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Mais dans la rue, c'est assez agaçant. Et ce qui m'a déclenché la chose, c'est qu'un jour, j'étais en train de dessiner du côté de la place de l'Opéra, et puis je vois 2 sœurs arriver d'un certain âge, et l'une dit il faut qu'on achète un téléphone portable. Et l'autre lui répond viens Françoise, on va chez Teuphonous. Alors je me suis dit ça, c'est la vengeance des humbles. C'est la vengeance des humbles. On les oblige à prononcer un mot qu'ils ne peuvent pas prononcer. Et ça m'a fait penser à redingote. Parce que redingote, c'était riding coat. Lorsque les émigrés sont revenus au moment de la Restauration, ils ont dû dire à leurs domestiques, je ne sais pas moi, passez-moi mon riding coat. Et finalement, ça s'est terminé en redingote. Alors, du coup, après cet épisode-là sur la place de l'Opéra, je me suis mis à lire tous les textes qui s'imposaient à ma vue dans la vie publique. C'est fou, là. La progression de l'anglais, oui. Alors, il y a un qui est extraordinaire, c'est Manpower. Manpower. Alors, je vous les cite, parce que j'ai fait un lexique. Alors, avec nos neveux, on rigole avec ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens comprenaient assez quand on le disait. Par exemple, quand je vous ai dit tout à l'heure, Uber-Eat. Oui. Parce qu'évidemment, les règles de la grammaire du langage redingote sont assez spéciales. Hein. On ne peut pas dire, quand il y a 2 voyelles, il faut les détacher. Oui. Alors ça va être P.O. pleu, par exemple. Ah oui, P.O. pleu. P.O. pleu, alors il y a Manpower, Allovin, c'était Jean Ferré qui avait inventé ça. Vous vous souvenez? Allovin. C'est lui qui disait ça sur Radio Courtoisie. Il y a le Veucan. Et puis surtout, j'aime beaucoup la Fashion-Vec. Fashion-Vec. C'est la semaine de la mode. C'est la semaine de la mode du côté de Saint-Honoré, parce que je vais souvent dessiner là, parce que là il y a toutes sortes de personnages de tous les genres, assez colorés, donc pendant les Fashion Week je vais voir ça. Et puis alors le bouquet, c'est ça. Un jour j'étais à côté de la République et puis je croque un type sur un escabeau de Jean Mécarté, comme ça qui collait des lettres. Devant on regardait une fille avec un air assez sévère. Bon, j'avais bien compris ce qu'il était en train d'écrire. Hein. Il écrivait sur une boutique « Opening soon ». Alors je vais la voir, la fille, puis je lui dis, mon carnet, excusez-moi, mais vous pouvez me dire ce que ça veut dire? Alors elle me toise, et puis, comme si j'étais un australopithèque, vous savez. Et elle me dit, mais enfin monsieur, ça veut dire ouverture prochaine. Je dis, pourquoi vous le mettez pas alors? Alors elle me répond, ça ne serait pas trendy. Oh, alors du coup... Openage son et trendy sont dans le lexique. Sont mariés, évidemment, oui. Alors, j'aime beaucoup aussi, Private Coach, par exemple, parce que j'ai un club de gym comme ça qui est à côté de chez moi. Rent-à-car. Rent-à-car, c'est très drôle. Jamais c'est bon. Les states. Alors, il y a une chose aussi qui était agaçante, c'est l'arrivée des fake news. Oui. Il y a 2 ans, parce qu'on a un mot en français, c'est les fausses nouvelles. Bien sûr. Alors, moi, je dis fake news. Facnef, je dis Facnef, oui. Et puis, alors c'est du boulot hein, de faire ça. C'est du travail parce que c'est presque de la poste-là, mais je vois avec les jeunes, ça marche très bien. Alors par exemple, tout le monde fait son commun-joute en ce moment. Son commun-joute, ah oui. Tout le monde fait son commun-joute, oui. Par exemple, des gens, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps aux États-Unis, quelqu'un qui était de gauche avant et qui s'est mis à aimer Trump, alors il a hésité beaucoup à faire son commun-joute. Et, et puis aussi... Windows, c'est Windows. Windows, ah oui. Windows qui appartient à Bill Gates. Mainstream, c'est plus difficile parce qu'en fait le vrai mot ça devrait être média dominant. Oui. Et on ne veut pas l'utiliser alors que ça exprime bien la domination par l'argent. Alors je dis mainstream. Et puis tous les mots du monde des affaires, alors là je renonce parce qu'il y en a trop. Je dis prononce tout en inge. Ah oui, il n'y a plus. Oui, débriefage, marketage, reportage, tout. Oui. Mais le plus drôle, c'est que dans certains cas, par exemple, les gens comprennent.
Et si je dis Uber Eats, je sais qu'ils comprennent. P.O. Pleu aussi, on me regarde d'un air un peu bizarre, mais quand même à la seconde près, on comprend. Alors j'invite tous les spectateurs à faire cela dans leur famille. Enfin, ça fait beaucoup rire les ados. Hein. Ça met de la bonne humeur. Non, puis ça leur fait comprendre mille choses. Oui. Quand vous voyez sur des grands panneaux de publicité Carrefour ou Intermarché qui font des pubs en anglais, en mettant en droppant, en parsemant, oui, moi oui. en droppant des mots anglais dans des textes français, on se dit mais où on va là? Alors, vous expliquez ça comment? Le snobisme, l'impérialisme, oui, les deux, le délire des publicitaires? Oui, la facilité aussi. Parce que, par exemple, dans le cas des FACNEF, c'était ridicule. C'est arrivé il y a 2 ans, tout le monde savait qu'on pouvait dire fausses nouvelles. Oui. Et tous les médias se sont jetés là-dessus. C'est-à-dire que ça fait nouveau, si vous voulez. Ça fait si nouveau. On dit fausses nouvelles, il y a des fausses nouvelles depuis Homère. Alors que si vous dites fake news, on se dit que c'est nouveau. Oui, en fait. Et vous savez que ce qui est nouveau est plus beau. Alors j'ai cité tout à l'heure Redingote, parce que j'appelle ça le code Redingote, l'opération Redingote, le lexique Redingote, etc. On rit beaucoup. Oui. Mais tout de même, il y a des mots, c'était déjà francisé. Pullover, par exemple. Oui. Normalement, c'était pullover. Oui. Donc on a dit pullover. Cocktail aussi. Tout le monde dit cocktail, comme ça se prononce. Et alors, les water closets, ça c'est très drôle, parce qu'on dit water, O-U-A, T accent grave, R-E. Mais on devrait traduire water closet, on devrait traduire placard des eaux enfermées. C'est une amie américaine qui me l'a dit. C'est joli, je vais au placard des eaux. Voilà. Jamais ce bon, enfin, etc. Il y a des difficultés. Tomuche, par exemple. Moi, je dis tout. Je ne peux pas supporter Tomuche, donc j'ai dit Tomuche. Surtout qu'en plus de ça, ils parsèment, les jeunes parsèment et répondent. Oh, ça, c'est bien, et ils répondent oui, c'est too much. Oui, alors on dit Tomuche. Il y a des marques aussi. Pendant longtemps, j'étais perplexe avec The Couples. Alors, je dis Tecoples. Tecoples, coincé entre un rent-à-car et un Burgerkin. Voilà. Couples, c'est des gâteaux. Fringues. Des quoi? C'est des fringues. Des fringues, ah oui, c'est ça, oui, une marque de fringues. Oui. Alors, d'ailleurs, Teuphonous, c'est délicieux, Alors, donnez-nous l'écriture. T-E-U, et puis F-O-N-O-U-2-S-E, mais c'est perdu parce que la boîte a fait faillite. Peut-être à cause de ça. Tandis que Montpauvert existe toujours. Alors, vous pouvez, chers auditeurs, retrouver ces caricatures merveilleuses, ces dessins, sur le blog, le site Instagram, Paris est un grand village. C'est ça. Dans le profil, on tape Paris est un grand village et puis on profite de tout ça, j'en mets tout le temps. Et puis alors, vous avez une autre partie de votre activité. Vous avez fait un projet merveilleux dont vous avez fait une vidéo. Alors, ça, c'était le premier. Ça, c'était le premier. Agapé, scène de la vie de Jésus. Alors là, nous sommes c'est un autre sujet. Et puis un autre style de peinture. Oui. Nous sommes dans la très belle... Comment est-ce que vous décrivez ça? C'est une sorte d'oratorio en peinture. Voilà, et c'est ma femme qui chante, enfin, bon. Et alors, c'est tout à fait prenant et beau et c'est pour une catéchèse d'une efficacité extraordinaire, parce que en fait, c'est la version moderne des fresques sur les églises romanes. C'est ce qu'on a voulu faire. Voilà. Et vous avez un autre projet qui est très beau aussi, dont j'ai vu un extrait. C'est donc dans les Actes des Apôtres. Donc vous voulez mettre en scène les Actes des Apôtres, et un extrait que je ne connaissais absolument pas. D'Ananie et Saphir. D'Ananie et Saphir. Alors, dites-nous qui sont Ananie et Saphir. Alors, le projet Actes des Apôtres, je l'ai conçu après avoir fait les scènes de la vie de Jésus que vous aviez chroniquées sur Radio Courtoisie, vous vous souvenez? Je me souviens, oui. Ça n'a pas eu de succès parce que ça aurait dû être utilisé en famille, enfin, dans l'église, mais l'église est ce qu'elle est maintenant. Oui, donc faut pas trop rêver. Mais vous savez, il faut... Ça peut durer. L'important, c'est qu'il ait été fait. Oui. J'avais un ami, un maître qui s'appelait Cyprio et qui disait l'important, n'est pas le bruit qui a été fait, l'important, c'est que l'objet existe. Le livre existe. Voilà. Et là, votre vidéo existe. Mais elle est toujours diffusée? Oui, chez Rejoice. C'est Rejoice. Oui.
Alors du coup, oui, j'avais eu envie de faire, je m'étais dit, puisque j'ai fait ça, c'était quand même très difficile, la scène de la vie de Jésus, parce que alors là, tout avait été illustré par les grands peintres et les sculpteurs depuis sur 20 siècles. Oui. Alors je me dis, bon, si je m'attaque aux actes, et que je trouvais presque plus facile à faire, parce que dans le fond, ça, c'est les actions des apôtres, c'est ce qu'ils font, et c'est sur un laps de temps assez court. Je l'ai lu 10 fois et puis je me suis dit, je vais faire le pire. Si je réussis à faire le pire, je me débrouillerai pour le reste. Alors heureusement, nous avons toujours un bon ami qui est prêtre diocésain sur le diocèse de Sens et qui m'a conseillé, parce que j'étais quand même très confronté à une énorme difficulté. Cet Ananie et Saphir, c'est une scène très courte et qui a posé beaucoup de soucis aux exégètes autrefois, parce que ça raconte la vie de deux nouveaux chrétiens qui décident de vivre en communauté et surtout de se débarrasser de tous leurs biens, de tout mettre en communauté. Et il se trouve que en réalité ils trichent un peu, ils en gardent une partie. Et Saint-Pierre le sait. Et il leur reproche, alors la scène est très courte, il le reproche à Ananie d'abord, il est seul. Ouais. Et puis il lui dit, t'as menti. En fait, il lui dit pas, il lui dit, tu as menti. Et lui, alors, il fait une sorte de crise cardiaque. Enfin, moi j'analyse ça comme ça, ou une attaque cérébrale, il meurt d'un coup, paf. Il est enterré tout de suite, on est en Orient, ça ne peut pas attendre. Et la femme est absente, et elle arrive ensuite. Et Saint-Pierre lui fait les mêmes reproches. Et lui dit, et elle se défend, bien entendu. En fait, elle refuse d'admettre, les deux refusent d'admettre qu'ils ont triché. Et elle meurt aussi. Alors, on les amène au tombeau. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est pas possible. Et il se trouve que quand on a enregistré, justement dans les studios d'Audrey Joyce, on a mis là-dessus, c'est Armelle qui chantait, la femme. Oui. On a mis là-dessus un texte qui, sûrement que les téléspectateurs découvriront, oui, sur une musique de Léopold Ier, qui était un empereur d'Autriche très mélomane. Oui. Et on avait enregistré un petit comité avec un trompette, qui est le premier trompette de la garde. Et il s'est trouvé qu'on a laissé filer le tempo et que j'avais préparé des dessins pour une certaine durée, et je me suis retrouvé avec 1 minute de plus. Alors je me suis dit, c'est peut-être providentiel, je vais pouvoir réactualiser tout ça. Et au bout d'1 minute avant la fin, donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie, dans le fond? Et la signification de ce motet, j'ai eu des éclairages donc, de notre ami l'abbé, c'est la question du partage. Le partage, la question du partage s'est posée dès le début de l'Église. Donc si l'Église a mis 18 siècles avant de de pondre sa doctrine sociale de l'Église, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est un sujet qui est quand même assez miné. Parce qu'en fait, ces braves gens-là, comme tous les nouveaux chrétiens, ils n'ont pas seulement donné leurs économies, et c'est précisé dans le texte, ils ont donné leur outil de travail. Ils ont tout donné. Donc c'était du communisme. Et c'était la première expérience communiste du christianisme. Vous vous rendez compte? Donc c'était forcément... vous imaginez les résonances que ça a eu au XXe siècle, bien ça, sûr. Hein? Oui. Et du coup, mais ils en donnent un peu, ils en gardent un peu quand même. Et Saint-Pierre leur reproche d'avoir menti à Dieu. Il ne leur reproche pas d'avoir gardé, mais de ne pas avoir dit la vérité. D'avoir menti ça, à Dieu. Ça, c'est très important, parce que vous avez raison. Sinon, c'est l'éloge du communisme. Oui. Enfin, du communisme. Rêvé et forcé. Oui, de l'utopie. De l'utopie, parce que personne... On est dans Thomas More déjà avant. Oui. Et donc, mais le problème, le péché, c'est d'avoir menti. C'est d'avoir menti. Alors, donc ça n'est en rien une condamnation de la propriété, comme certains pas catholiques voudraient nous faire dire. Pas du tout, bien sûr. Et donc, les historiens modernistes ont dit « Oh, ben, c'est Dieu de rajouter, cette scène, c'est pas sérieux, on peut pas en tenir compte, etc. » En réalité, au Moyen-Âge, l'impact de cette scène-là sur les gens était très fort, c'est ce que m'a dit notre ami conseil prêtre, parce que c'était pas envisageable de mentir à Dieu. Ça fait partie de la doctrine, il sait tout. Pourquoi aller mentir? Donc ça, c'est le premier point. Alors, en plus, il y a une allusion que les téléspectateurs verront.
Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une allusion au communisme directement, puisqu'à un moment, quand on voit les gens travailler, oui. Ils vont partager le fruit de leur travail. Oui. Bon, en fait, ils distribuent aussi leur outil de travail, oui. Ce qui est différent. Et on voit quelqu'un manipuler une faucille en coupant du blé. Oui. Hein, et puis il va mettre la faucille sur le manteau de la cheminée. Et à ce moment-là, et il y a un marteau. Et une femme arrive, elle fout le camp, elle enlève le marteau, elle met une croix. Oui, oui. Et ça dure quelques secondes, c'est très drôle. J'avais remarqué la faucille et le marteau. Et je trouve ça assez triste que je l'ai montré à plusieurs reprises, ce motet-là, je l'ai montré à des prêtres qui n'ont pas du tout aimé ce que j'ai fait ensuite, mais bon, on va y venir là. Mais j'ai constaté quand même que des jeunes n'étaient plus sensibles à ça, qui ne savaient même plus ce que ça voulait dire. Hein. Ouais, c'est grave, ça. Alors, le deuxième point, c'est le rôle de Pierre. Oui. Et, parce que ce n'est pas Pierre qui provoque leur mort. Leur mort, elle est à la fois physique et spirituelle, mais elle peut très bien être le cas d'une embolie ou quelque chose comme ça. Hein. Et en fait, je triche aussi un peu là, parce que Pierre, il a la houlette, donc qui est le symbole de son rôle de pasteur, mais il lui donne l'absolution, et l'ombre portée de la houlette, c'est une croix. Alors, quand on est arrivé donc à la fin de ça, qu'ils sont enterrés, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que la charité? Parce qu'en fait, tout ce motet-là, le thème, c'est la charité. Et à qui doit-on d'abord une première charité? À l'enfant à naître. C'est pour ça qu'on voit un fœtus. Et ensuite, j'ai inséré tous mes petits dessins sur la dernière minute qui illustrent les différents stades de la charité à notre époque. Et c'est des petits dessins ordinaires comme ça. On voit des femmes à l'enfant dans les parcs à Paris, des gens s'occuper des vieillards, et après... oui, ça débouche très naturellement. Des confessions, etc., et la prière collective à la fin. Alors, nous allons, chers amis de TV Liberté, vous offrir ces 4 minutes de pur bonheur. Vous allez voir, c'est tout à fait magnifique. Vous recherchez un organisme, une paroisse qui serait intéressé, un financier. Oui, c'est ça, parce que ça coûte cher. On ne dit pas sponsor, on dit financier. Il faut que je vous rappelle à l'ordre. Un financier, un mécène. Voilà, le mécène. C'est un mot italien que j'aime bien. Un mécène, voilà, parce que ce sont des projets très lourds. Il y a 1200 dessins. 1200 dessins, mais vous allez voir, le résultat est somptueux. Donc, quand vous avez, chers amis de TV Liberté, cotisé à TV Liberté pour lui permettre de passer l'année et tous ces obstacles qu'on lui met, eh bien, s'il vous reste des sous au fond du panier, eh bien, vous contactez Anne Brassier. Vous contactez Anne Brassier qui tout de suite vous mettra en contact avec Kirov, que je remercie d'être venu parce que son œuvre est vraiment très belle. Et je vous laisse en compagnie de cette vidéo qui va très joliment clore cette émission. Merci beaucoup. Kirov, et à très vite, et donnez-nous des nouvelles, et nous pourrions mettre en illustration sur cet écran vos dessins de temps à autre, parce qu'ils sont des tranches de vie quotidienne qui sont bien justes et bien élégantes. Mais je suis contente d'avoir appris que Simon Vouet et Mathurin Méheux étaient vos maîtres. Très vite, chers amis de TV Liberté, merci beaucoup de votre venue ce matin. Anne.